Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Brasseur. Certains d'entre vous le connaissent de par son métier, car Alexandre est acteur. Il a notamment joué dans la célèbre série Le Bureau des légendes par Canal+, ou encore la série Demain nous appartient de TF1. Pour tous les autres, son franc-parler et sa bonne humeur vous auront sûrement marqué lors de ses nombreuses participations au Tour Auto Optique 2000 avec Pierre Legloaec. Pour cet enregistrement, nous avons fait une petite entorse à la règle et nous avons dû enregistrer à distance. La qualité du son est certes un peu moins bonne, mais celle de notre entretien est définitivement au rendez-vous. Passion et anecdotes de course sont au programme de notre rencontre avec Alexandre Brasseur. Bonjour Alexandre et bienvenue dans ce 7e épisode de Vroom by Peter Otto. Avant de commencer notre échange, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Alexandre Brasseur, je suis acteur. J'ai participé plusieurs fois au Tour Auto. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que pour participer au Tour Auto Optique 2000, il faut être passionné de voiture ? Et si c'est ton cas, ça te vient d'où ? Je ne suis pas passionné d'automobile, j'aime bien l'automobile. Et pour être tout à fait honnête, je préfère la moto. Mais effectivement, j'aime bien le sport automobile, j'aime bien ce que ça engendre. Je pense qu'effectivement, j'ai été happé par ça de par mon père, qui a participé à plusieurs reprises au Paris-Dakar, qu'il l'a gagné qu'il l'a gagné une fois. Donc j'ai toujours été, il courait aussi avec un monsieur qui s'appelait Moustache et Trintignant, le Star Racing Team. Il courait pas mal en entrée des Grands Prix de Formule 1 à l'époque. Il faisait des tours avant les tours de chauffe, tout ça. Donc j'ai pu comme ça aller sur des circuits quand j'étais petit. Je pense que ça vient de là. Et puis Claude, mon père, a toujours cultivé, lui c'était les bagnoles. Hein. Donc c'était aussi son époque, c'était un monsieur qui a vécu les années 50-60 pleinement, c'était vraiment l'époque des cabrios, toutes ces voitures-là, donc forcément il en a gardé quelque chose et on a eu une Austin Millet à la maison, on en a eu deux d'ailleurs. Et donc forcément, moi ça m'a attiré, l'huile de ricin, tous ces trucs-là, toutes ces odeurs. Et puis, mais bon, moi, assez vite, j'ai basculé dans le monde du deux roues. Quoi. Moi, c'est vraiment mon truc. Quoi. C'est vraiment le deux roues. Ça me plaît énormément. C'est une question de liberté qu'on a moins en voiture. Bon, ça, c'est un autre débat. Autre sujet. Néanmoins, j'ai eu la chance d'approcher des rallyes de haute voltige comme le Paris-Dakar sous la direction de Thierry Sabine, ce qui a bien changé, hein, puisque tout a été complètement balayé de cette époque. Mais c'est vrai qu'ensuite, j'ai redécouvert par le Tour Auto cette passion de la voiture ancienne, qui peut d'ailleurs paraître un peu surannée dans le monde dans lequel on vit, hein, parce que c'est des voitures qui sont complètement à l'encontre de l'époque dans laquelle on vit et ce vers quoi on veut aller, mais en même temps, puisque je crois que d'ici 4-5 ans, je crois que les constructeurs vont arrêter les moteurs thermiques. Quoi. Donc, bon, alors il est vrai qu'un moteur électrique c'est super, mais c'est pas très magique. Quoi. Ça produit pas beaucoup de sensations, ça ne s'entend pas. Et toutes ces vieilles mécaniques sont assez incroyables. En fait, ce qui m'a le plus plu dans le Tour Auto, c'est d'abord l'esprit de compétition. On s'est pas mal battu avec Pierre Legloaec aux couleurs de l'Opège. On courait pour l'Opège, qui est une fondation qui lutte pour l'enfance et la jeunesse en difficulté. Et donc, il y avait vraiment un esprit de compète. Je suis rentré dans le Tour Auto en faisant une course de régularité grâce à Dominique Chapat à l'équipe de Turbo qui m'ont invité. Donc, je courais en régularité. Mais il n'y a pas cette niaque de la catégorie compète, quoi, dans laquelle au cours de laquelle j'ai pu accéder l'année suivante. Puisqu'on a démarré le Tour Auto avec le Gluex sur une Jaguar sur Sébastien, la marque 1, aux couleurs du mécénat chirurgie cardiaque. Et je dois dire que ce deuxième Tour Auto, mais le premier en compète, ça pour moi était le plus beau. Pourquoi ? Parce que c'était le plus improvisé, parce qu'ils n'avaient pas encore changé les coefficients des voitures. Je sais pas, du coup, il y avait une vraie baston. Quoi. Ça se bastonnait sec. On pouvait aujourd'hui, enfin après, il y a que des Porsche qui gagnaient, quoi. Donc des petites Porsche légères, là, je sais pas comment elles s'appellent. Elles étaient tout le temps en tête. Bon, alors tout le monde achetait des Porsche pour pouvoir gagner. Mais il n'y avait plus l'esprit il n'y avait plus la compète. Nous, on se tirait la bourre, mais on s'est éclaté avec des gars en Porsche. Éclaté parce qu'on avait des coefs qui étaient sexy, quoi. Du coup, on pouvait, on avoinait comme des cochons tous, quoi. Et c'était vraiment on était survoltés, mais tous, hein, toutes bagnoles confondues, c'était vraiment la chouette guerre. Et en même temps, je me souviens plus, il y avait un équipage d'un couple, il y avait une Porsche rouge à l'époque.
Et alors, on se tirait la bourre avec Pierre Le Blec et sa Jaguar, on se tirait la bourre comme des dingues. Il y avait des étapes, je me souviens des étapes, on part un matin, ça doit être un jeudi, on arrive le vendredi, et on est vraiment tous les deux en tête, un coup c'est lui, un coup c'est nous, enfin un coup c'est eux plutôt. On part le matin, et là, allez savoir pourquoi, bam, on explose le pare-brise. Et il pleut, il y a des trombes. Et on est vers Corrèze, je crois, par là, vous voyez, on est vraiment dans la France profonde, rurale. Il pleut et l'eau, enfin la terre, c'est un monde rural, c'est le monde donc il y a beaucoup les routes sont grasses, voyez-vous, il y a de la gadoue. Et il pleut et on n'a pas de pare-brise, on est comme deux abrutis avec le Gloec là, avec nos lunettes de soleil, nos combinaisons, on est des chapeaux, un froid de gueux et on roule. Et ben les gars qui faisaient la compète, vous voyez, avec la Porsche, ce fameux couple là, cette Porsche, qui s'arrête, c'est eux quand même qui s'arrêtent pour nous filer un coup de main. Ça va, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est super fair play, ça, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est vraiment. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que voilà, c'était la baston et en même temps, bah, les premiers qui s'arrêtent pour nous demander comment ça va, et les premiers qui s'arrêtent aussi arriver à l'étape pour savoir, pour faire le débrief de la journée avec nous, c'était eux, c'était eux, c'était eux. Et ça m'a beaucoup touché. Bon, il se trouve qu'ensuite, on est reparti avec sans notre pare-brise, on a roulé toute la journée. Et comme évidemment, c'était la guerre, il y avait une spéciale. Et là, dans une spéciale, on a pris un gadin, puis bon, on a fini dans un mur de fer. Mais bon, le rallye s'est arrêté pour nous 24 heures avant l'arrivée, près d'Angoulême, me semble-t-il. L'arrivée n'était pas à Angoulême, mais nous, le rallye s'est arrêté à Angoulême. On visitait une usine de pompe, là, Weston, je crois bien. Autant vous dire que Pierre et moi, on a fini chez le fermier, chez qui on avait emplâtré le mur, en train de tester Sagnol. Hein. Ça, c'était notre spécialité. Mais d'ailleurs, on rendait les gens dingues parce qu'avec Pierre, cette première année, nous, sérieusement, on faisait les choses sérieusement, mais on ne se prenait pas au sérieux. Et je pense que c'est ce qui nous qualifiait dans cet équipage. Alors, il y en a sur le tour auto qui sont très sérieux, ils se couchent très tôt. C'est vrai que Pierre et moi, on était toujours les derniers partis. On était aussi souvent les premiers levés parce qu'on faisait des départs à 5 h du matin, on était debout, 6 h on était dans la caisse, 6h15 ça décollait. Bon, on était là, hein, frais et dispo. Et bon, ça en rendait quelques-uns un peu dingos, mais c'est vrai qu'on ne se prenait pas du tout au sérieux. Mais malgré tout, on faisait notre rallye sérieusement. Parce que Pierre est quand même un bon pilote, il maîtrise extrêmement bien sa voiture. Il faut y aller, croyez-moi, une Marque 1, ça ne se manipule pas comme ça. C'est une voiture qui est extrêmement lourde. Et bon, faut aussi, en tant que copilote, il faut aussi un peu préparer ses coups, hein, parce que vous ne laissez pas partir une voiture aussi lourde que ça, avec un plein à la gueule sur un circuit pour faire ses 5 tours. Il faut calculer le nombre de pleins, et puis derrière, il faut trouver la bonne pompe pour pouvoir enchaîner derrière pour relier l'étape d'après. Enfin, il y a quand même un peu de calcul, quoi. Mais bon, je sais qu'on a créé certaines jalousies parce on scratchait, quoi. Jusqu'à ce qu'on se plante dans notre mur. Finalement, c'était bien comme ça. Mais ça reste pour moi le plus beau tour auto parce que j'ai trouvé que c'est sur ce tour auto-là où une espèce de grâce comme ça, et puis surtout une ambiance, un fort lien d'humanité, si vous voulez, entre tous ces équipages, ces femmes, ces hommes. On était tous là-dedans et tout le monde se tirait la bourre et en même temps, on avait tous envie que l'autre, que ce soit l'autre qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était vraiment une très belle course. Et tu penses que ce fair-play est propre à l'automobile de collection ou c'est également valable en sport automoderne? Je ne m'avancerai pas sur la partie moderne. Je ne sais pas. Quand je regarde ça de loin, je me dis qu'il y a tellement d'enjeux financiers. Euh, En fait, ce qui a commencé, si tu veux, à m'interpeller, je voudrais faire un parallèle avec le monde de la voile. On retrouve souvent certains collectionneurs de voitures qui sont aussi des collectionneurs de bateaux et qui pratiquent aussi le nautisme. Et quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'aller à Newport, Rhode Island, qui est sur la côte est des États-Unis, pour le départ de l'America's Cup. À l'époque, il y avait un défi français qui s'appelait France 3. Et je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est dans les années 80, 83. Il y a de ça fort longtemps. Et c'était Bruno Troublé qui était skipper de ce bateau. J'accède, par l'intermédiaire de mon père, encore une fois, aux ateliers, enfin, où les bateaux on lève les coques, les coques sont à nu. En fait, si tu veux, aux ateliers de bateaux, où après les régates, il les lève, il les brosse, il les astique, il les répare, il les bichonne. Donc moi, j'étais un gosse à l'époque, j'avais pas 12 ans, quoi. 10 ans. Et j'accède à ces endroits-là qui sont, mais de manière assez cool quand même, tu vois. Et je vais chez les Français, je vais chez les Anglais, et ça se balade. Et puis un beau jour, tu t'aperçois que, bam, il y a des mecs, moi je vois, après, les années d'après, je les vois à la télé, quoi.
Et tout d'un coup, je vois ils cachent la quille. Tu peux plus rentrer. Il y a des flics de partout. Il faut montrer patte blanche, le badge, le machin, tout le truc. Donc, en fait, l'enjeu, l'argent, le chiffre, le secret, et tout d'un coup, ça devient chiant. Enfin, moi, ça m'amuse plus, quoi. Parce que bon, voilà, s'il faut montrer patte blanche pour aller voir un bateau, ça va, quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le monde de la voiture, voilà, il y a des enjeux financiers qui sont colossaux, quoi. Il y a les moteurs de demain qui sont en développement, les turbos de ceci, les freins machin. Donc chacun se cache le truc. Bon, bah au moins autour, ce qui est sympa, c'est que tu arrives, tu vas au paddock, et puis bam, toutes les bagnoles sont ouvertes par les mécanos, les mecs arrivent. Ceux qui, comme moi, ils sont pas mécaniciens, vont chercher des bières et ravitaillent. Et tu vas mater la caisse du pote. Il y a rien à cacher, quoi. C'est juste le plaisir de la bagnole et le plaisir ouais, du partage, quoi. De passer un bon moment entre copains. Et voilà, maintenant, c'est le tour des mécanos de prendre le relais. Bah, tu files ton coup de main comme tu peux au mécano. Et voilà, c'est l'entraide, le partage. Et puis, si tu lui manques une clé, bah, tu lui files la tienne, quoi. Voilà. Alors, j'ai l'impression, si tu veux, que vu de loin, hein, parce qu'encore une fois, je ne maîtrise pas tout ça plus que ça, mais vu de loin, j'ai l'impression que qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers dans ces grands prix de Formule 1 et que forcément, il y a peut-être moins d'entraide, quoi. Tu as donc participé au Tour Auto Optique 2000 sous les couleurs d'Edmond de Rothschild au profit de l'association OPEJ. Est-ce que tu peux nous parler de cette cause que tu as défendue? Bah, l'OPEJ est une organisation qui aide des enfants qui sont dans la difficulté, euh, qui ont, euh, qui ont des soucis en famille ou des soucis de scolarité forts. Et donc, du coup, il y a un moment donné, les parents décrochent, soit de leur fait, soit par des décisions de justice, on va dire. Et du coup, ces petits se retrouvent placés soit dans des foyers, soit dans des associations comme l'OPEJ, qui prennent en charge ces enfants dès leur plus jeune âge et qui vont les porter jusqu'à la majorité et qui vont faire en sorte qu'une fois qu'ils atteignent la majorité, ils vont pas les lâcher comme ça dans la nature à 18 ans. Tu vois, ils vont d'abord essayer de suivre leur scolarité en accord avec leurs parents, bien sûr, en accord, en essayant de garder le lien avec les parents tant que faire se peut, sous contrôle des juges souvent. Et ils vont comme ça les emmener jusqu'à leur majorité pour pouvoir ensuite les suivre et leur filer un dernier coup de pouce, on va dire. Parce qu'à un moment donné, tu deviens majeur, hein, tu vois, donc tu n'es responsable que de toi, quoi. Et pour les aider pour leur première année, leur mettre le pied à l'étrier, pour les aider à trouver un travail et puis aussi souvent leur trouver un logement. Donc c'est une association pour laquelle on a couru pendant je sais plus combien j'en ai fait, voilà, couleur, 3 ans, me semble-t-il, 2 ou 3 ans au moins, et avec qui on a toujours gardé des liens ténus. Voilà, donc on essayait à notre maigre niveau de faire parler de l'association. Le but, c'est pas de faire parler de nous, tu vois, c'était de faire parler de la sauce. Donc à chaque fois, on était des vrais petits boucans. On arrivait au départ, c'était souvent sous le Grand Palais, là, et il y avait les voitures arrivaient le dimanche, tu vois, et le dimanche, ils commençaient à rôder les journalistes. Et des journalistes qui venaient, des journalistes de bagnole, tu vois, qui venaient prendre un peu la température, qu'est-ce qu'il y a là cette année et tout, et ok, donc ils se disaient, ils notaient, je vais venir mardi, mercredi, telle étape, machin. Donc, moi, mon job, c'était, en dehors de préparer la bagnole avec les stickers pour qu'elle soit passée au contrôle, c'était d'aller draguer le journaliste, quoi. Donc, j'allais draguer le journaliste dès le dimanche. Ça rendait certains dingues parce qu'ils disaient putain Brasseur il va encore faire sa pub, mais moi je m'en fous, j'ai pas besoin du Tour Auto pour faire ma pub. En revanche la sauce elle avait bien besoin qu'on parle d'elle aussi, quoi. Donc j'allais draguer Turbo, j'allais draguer les équipes de Turbo, j'allais draguer Grégory Galifi, j'allais draguer les mecs de TF1, d'Automoto, enfin voilà, on en draguait un max, presse écrite, presse télé, pour essayer de choper, de monter des petites OP, de faire des petits coups, pour qu'on puisse parler de la sauce, quoi. Et après, toute la semaine, dès qu'ils arrivaient, je savais que mercredi, il y a Turbo qui était là, bam, j'allais faire chez Chapat, Dominique, on peut parler de nous, s'il te plaît, viens avec la bagnole, et je lui tirais, viens, et hop, on lui collait le sticker, et ça nous permettait comme ça de faire parler de la sauce. Bon, accessoirement du Tour Auto, mais c'était surtout le moyen pour nous de faire parler de cette association, de l'OPEJ. Et puis, on essayait aussi d'organiser des petites OP. C'est parfois un peu compliqué avec les enfants de l'OPEJ parce qu'il y a toujours ce monde de la justice qui est derrière, un peu omniprésent, c'est un peu compliqué.
Et on essayait de ramener ses enfants le jour du départ pour qu'ils puissent voir, visiter les voitures. On leur faisait visiter toutes les voitures. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, mais c'est que ils adoraient les bagnoles, mais bon, ils préféraient les stands des CTBM. À l'époque, je sais pas si c'est toujours BM, mais à l'époque, il y avait BM et Ferrari qui présentaient les dernières bagnoles. Ils adoraient aller voir ces stands-là. C'était des voitures. Mais c'était paradoxal parce qu'ils kiffaient les voitures contemporaines, évidemment. C'est des voitures qui font rêver, quoi. C'est des fusées, quoi. Donc, euh, voilà, on les emmenait, on faisait la visite de tous ces stands avec les enfants. Et une fois ou deux, on a même réussi à aller, c'était à Manicourt, me semble-t-il, à ramener les enfants. Tu vois, on avait organisé un petit départ en bus pour que les petits puissent venir, arriver le matin, déjeuner avec les gens. C'est quand même chouette, hein. Tu vois, tu vas à Manicourt, le Tour Auto, c'est quand même, tu fais des circuits impressionnants, tu as des déjeuners incroyables dans des lieux dingues. Donc les mômes, ils étaient tous là. Déjà que nous, on avait des yeux grands comme ça, mais alors eux, je te dis pas, c'était fou, quoi. Ils avaient des yeux, ils étaient comme des fous. Voir tous ces mecs, et ces femmes en tenue de pilote, ça fait peur. Tu vois, d'un côté Dark Vador, un peu Star Wars, quoi. Avec leurs combinaisons, les moteurs, qui faisaient du bruit. Et après, hop, ils allaient voir les gars tourner sur la piste. Donc, c'était très impressionnant. Voilà, on essaie de faire je dis, à notre maigre niveau, des petites OP comme ça avec ces jeunes, pour ces jeunes, et sans compter les réseaux sociaux. Voilà, on avait monté des comptes Insta, des choses comme ça pour qu'ils puissent mater. Moi, je faisais beaucoup de live à l'époque. Ça se passait sur Facebook. Instagram n'était pas encore trop dans la tendance, donc on faisait pas mal de live en Facebook, pardon. Mais dans la caisse, tu vois, on mettait des caméras embarquées qu'on collait, qui se barraient parce qu'évidemment Pierre il conduit comme un dingue, donc les caméras volaient. Tout ça se faisait à l'iPhone, tu vois. Donc on était là, c'était un peu de guingois, mais c'était sympa parce que c'était de la bricole, mais c'était fait avec le cœur, sincèrement. Vraiment. Et du coup, ça nous permettait, voilà, de transmettre aux enfants ce que c'est une étape de spéciale qui dure 10 minutes à fond les ballons, quoi. Tout qui vole. Est-ce que tu dirais que le Tour Auto Optique 2000 est la course automobile qui t'a le plus marqué? Ouais, clairement. Oui, bah oui, parce que je l'ai faite. Et aussi parce que j'ai vu l'engouement qu'elle procure sur les routes de France. C'est très joli à voir, si tu veux. J'ai eu la chance de participer comme ça à une étape du Tour de France à vélo. Et je dois dire que sur le Tour Auto, il y a quelque chose de très similaire. C'est une course qui est très ancienne. Et des passionnés de voiture, il y en a dans toute la France. Donc c'est incroyable parce qu'en fait les gens savent que le circuit, enfin que la course passe par là, donc ils sont installés tranquilles et voilà, c'est à la bonne franquette, quoi. Ils sont là, ils ont des chaises longues, des chaises pliantes, la canette, ça boit des coups, ça discute, ça regarde les bagnoles, ça prend des photos, ça fait des coucous et toi tu passes, tu fais coucou, t'arrives en ville. En plus avec Optique 2000, on a des points de contrôle. Donc on passe dans tous les petits villages, ils ont des boutiques partout, c'est ça que je veux dire, c'est incroyable cette chaîne. Ils ont des boutiques partout, donc tu passes, tu traverses les villages, tu bois un café, les gens sont là, ils peuvent toucher les bagnoles. Il y a un côté, enfin, il y a un côté facile si tu veux. C'est exactement au contraire de ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, tour auto, t'es là, tu touches les mecs, tu peux parler aux gens, tu touches les bagnoles. C'est accessible, quoi. Tu vois. Et puis hop, tu repars, et puis le soir, t'as cette espèce grande ligne d'arrivée. Et là encore, tu as tous les gens qui sont là, qui à nouveau peuvent regarder les voitures et aussi voir les voitures se faire ouvrir et les gens viennent regarder, et discuter, quoi. Tout est facile. C'est ça qui est beau, quoi. Donc, je sais qu'en ce moment, avec le Covid, avant encore avec l'histoire de terrorisme et tout, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment le truc qu'il faut pas perdre. Faut pas perdre l'ouverture et le côté généreux. Le Tour Auto est une course quand même généreuse dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que voilà, des gens qui peuvent pas se les offrir, qui voient ces voitures que d'une manière, c'est très rare, mais même moi, je vois pas ces voitures, je peux pas me les offrir ces voitures. Mais c'est quand même sympa d'emmener les enfants, ça fait des jolies balades, ça fait des jolis souvenirs. Et c'est des choses qu'on voit plus aujourd'hui. Les voitures sont toutes les mêmes, elles ont toutes les mêmes formes, elles font toutes le même bruit, elles sont très ennuyeuses, les voitures d'aujourd'hui. Elles sont très pratiques, mais elles sont très ennuyeuses. Alors qu'à l'époque, elles faisaient rêver, quoi. Il y a des chromes de partout, le dimanche, vous pouvez les astiquer, voilà, les rendre encore plus belles. Tu nous parles de générosité. Qu'est-ce que l'automobile représente pour toi? La famille, le voyage, le départ en vacances, le côté, enfin moi, c'est comme ça que je conçois l'automobile encore aujourd'hui. Je te dis, je roule plutôt en moto, mais j'aime bien le côté familial de la voiture, le côté on est tout dans la carapace.
on transporte la maison et on l'emmène. Et puis, bien évidemment, la voiture est aussi un synonyme de liberté. Tu n'as pas de contraintes, tu n'as pas de contraintes horaires, tu t'arrêtes quand tu veux faire pipi, tu te fais pipi, tu veux boire un coca, tu bois un coca, tu trouves un beau paysage, tu t'arrêtes, tu le regardes, tu es pressé, tu bourres. Enfin, moi, je vois là cet hiver avec le Covid, je travaille sur un gros truc là pour TF1. Ils n'étaient pas très chauds pour que je puisse, pour que je voyage en train. J'avais des tournages assez loin à Bordeaux. Si t'aimais pas trop le train, bah, du coup, j'ai pris ma voiture et bon, bah, je me suis fait 5 000 km au mois de novembre parce que je tournais à Bordeaux. J'ai pas arrêté de faire des allers-retours. J'étais sur la route tout le temps. Mais bon, moi, j'aime ça. J'aime conduire. J'aime le plaisir de conduire et j'aime cette liberté. Mais il est vrai qu'au départ, essentiellement, la voiture, pour moi, ça symbolise vraiment la voiture de la famille et le départ en vacances. Est-ce qu'il y a une voiture ou une moto qui t'a particulièrement marqué? Dans les voitures, la Jaguar Mark 1 de 59 de Pierre Le Glouec m'a beaucoup marqué. C'est vraiment une voiture qui m'a vraiment marqué énormément, que j'ai longuement pratiquée. J'ai toujours été porté sur les voitures plutôt anglaises, en tout cas en ce qui concerne les voitures un peu rétro. Et pour les motos, bah, je ne peux pas passer à côté. J'ai roulé en Harley pendant 25 ans. Ça a été pour moi la moto de mes rêves. J'ai réussi à m'en offrir une assez jeune. J'ai roulé là-dessus pendant 25 ans. Et puis ensuite, j'ai beaucoup aimé les Triumph. J'ai roulé Triumph. Et là, dernièrement, je roule en BM. Et voilà, bon, j'ai 50 balais. Je pense que c'est l'âge, quoi. C'est quel modèle? Bah, en fait, si tu veux, moi j'étais beaucoup porté. J'ai démarré par le motocross quand j'avais 10 ans. Je roulais en YZ50. Et puis, en guise de moto, je roule maintenant 1250 GS Adventure avec un énorme réservoir. Et du coup, là, je suis encore allé faire un road trip la semaine dernière. Je suis parti au fin fond des Baléares, pris le ferry, je roule, quoi. Et puis, une fois que je suis dans les Baléares, je fais de la piste. Voilà. Et là, je dois dire que la GS, c'est quand même la moto ultime, la moto la plus polyvalente du monde, quoi. Je veux dire que c'est une moto qui est assez surprenante quand on maîtrise un peu de roues. C'est quand même une moto assez utile. C'est pas pour rien que c'est la moto la plus vendue en France ces dernières années, quoi. Et je la trouve encore un peu rock'n'roll. Côté sport automobile, est-ce qu'il y a un pilote que tu affectionnes? Bah, le pilote qui m'a le plus marqué, c'est Jackie X, quoi. Euh, enfin, d'un point de vue personnel, parce que Jackie a couru le Paris-Dakar avec mon père, donc j'ai connu Jackie de manière personnelle, que j'ai fait, j'ose pas le dire, mais j'ai fait Bruxelles-Paris avec Jackie en 1h30. En copilote sur la 959 groupe B prototype du Paris-Dakar. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des Jacques X et Claude pour le Dakar. Ils étaient sponsorisés aussi par. Ils avaient des. Fallait faire on faisait des faux départs de Bruxelles pour la presse. Enfin, il y avait tout un bins en termes de com. Donc la voiture était basée à Bruxelles. Ensuite, il fallait qu'elle rejoigne la France, tout simplement par l'autoroute. Et ça encore, oui, aujourd'hui, je pense que les bagnoles voyageraient dans des gros camions fermés. Donc bah là, j'ai Kix, il prenait la caisse et bam, il allait direction le parc fermé à Paris, tout seul, quoi. Donc il y avait un bouffon qui était à côté, c'était moi, quoi. Parce que Claude me disait, bah vas-y, moi je prends le train et kiffe, quoi. Moi je montais dans la bagnole, 1h30, ça bombardait, hein, ça allumait à 260, hein, ces trucs-là. Donc c'était terrible, quoi. Donc forcément, Jackie, X, les préparatifs du Dakar, forcément c'est un pilote emblématique, les 24 heures du Mans, les courses de Formule 1. Voilà. Après, en tant que téléspectateur, on va dire, forcément Alain Prost et Ayrton Senna. Ouais. Prost et Senna, c'est toute mon époque. Même si j'étais pas un grand dingue des grands prix, je les regardais quand même de temps en temps et la disparition de Senna, ça a été un choc pour tout le monde. Puis bon, c'était des pilotes incroyables, quoi. Mais voilà, il y avait cette guerre Prost-Senna. Pour moi, c'était vraiment, voilà, c'est ce que je retiens, moi. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui va participer au Tour Auto Optique 2000 pour la première fois, tu lui dirais quoi? Lève-toi tôt, couche-toi tard. Je voudrais en profiter, Dorian, pour remercier et saluer très chaleureusement toutes les équipes de Peter Auto
tous les commissaires féminins, masculins qui sont là pour nous aider, toutes les équipes de bénévoles qui nous accueillent et sans qui ce tour n'existerait pas. Je voudrais leur dire qu'ils me manquent, que j'espère un jour avoir la chance de pouvoir revenir participer au Tour Auto, j'espère avec mon copain cochon Pierre Le Gloec sur cette putain de Marque 1 et peut-être aussi aux couleurs de Lopez. Voilà, en tout cas, ça fait maintenant 2-3 ans que je suis parti sur une série et pour moi, c'est devenu compliqué d'un point de vue contractuel et d'assurance de participer à des courses, puisque le Tour Auto est une course. Mais voilà, toute cette ambiance et tous les participants, voilà, tout ça me manque. Mais je voudrais vraiment tirer mon chapeau et saluer toutes les équipes de Peter Auto, la direction bien évidemment, tous ceux qui vont autour de la direction, mais voilà, tous les commissaires et tous les bénévoles. Voilà, vous me manquez. Et toute cette ambiance me manque bien. Donc je vous embrasse et j'espère vous voir à bientôt. Peut-être que j'aurai la chance de venir vous voir, ne serait-ce que sur une étape lors du prochain tour. En tout cas, je vous remercie. Vous me manquez. Je vous embrasse. Merci beaucoup Alexandre. On espère te revoir bien évidemment dans la caravane du Tour Auto Optique 2000 en tant que participant ou visiteur. À très bientôt. Le drapeau à damier se lève. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. De mon côté, je vous retrouve le 17 juin pour un nouvel épisode inédit. À bientôt sur Vroom by Peter Auto.